Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Ce 18 août 2021 commémore l'an 1 de la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Après plusieurs semaines de mobilisation du mouvement M5 RFP et d'une partie de la population qui réclamait le changement, des militaires ont renversé le pouvoir. Une année après, quel bilan peut-on faire de la transition ? Pour en parler, nos invités au nombre de 3 sont Fatima Maïga, directrice du cabinet Essen, un cabinet qui travaille dans la promotion du genre et présidente du collectif des femmes leaders du Nord, du Centre et du Sud. Fousseini Diop de l'AGICAD, Dr Mahamadou Dabou Traoré de la jeunesse de Asma CFP. Je suis Mariam Maïga. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le grand dialogue. Fousseini Diop, je vais commencer par vous. Un an après, qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, je me dis déjà que cette date est une tache noire, je me dis, inscrite dans la vie de la nation malienne, parce qu'en tant qu'État démocratique et moi, en tant que membre de la société civile défendant les valeurs démocratiques, je pense que ça a apporté un coup à la démocratie malienne. Donc déjà, condamner l'acte et se dire qu'il est un an que nous vivons, beaucoup de choses n'ont pas changé. Parce que si je me souviens très bien, les premières déclarations des putschistes ont été faites qu'ils ont fait ce coup, c'est parce qu'il y a un blocage dans le pays. Ils l'ont mentionné, et aussi le fait qu'une partie de la population souffrait et qu'aussi il y avait des dysfonctionnements au niveau de l'armée, que l'armée n'était pas en mesure de pouvoir jouer son rôle pleinement. Aujourd'hui, en termes de sécurité, je pense que les problèmes ne sont pas réglés. Quand on regarde aussi économiquement, la vie devient de plus en plus chère. Et si nous regardons aussi les secteurs de l'éducation au moment où nous parlons, les enseignants sont en grève. Donc du coup, certes, je peux dire que pas que la montagne a accouché d'une souris, mais vraiment le bilan est assez mitigé et je ne vois pas beaucoup de différences significatives par rapport au régime qu'on avait déjà connu. Donc du coup, les problèmes sécuritaires demeurent, l'économie est encore dans une situation assez stagnante et je pense que le bilan n'est pas du tout réjouissant par rapport au 1 an du renversement du régime d'Ibeka. Docteur Mahamadou Dabou Traoré, est-ce que le bilan est mitigé également selon vous ? Oui, absolument, parce que si nous regardons la situation sécuritaire, elle n'a pas beaucoup évolué. Le panier de la ménagère actuellement souffre énormément. Les problèmes structurels ne sont pas résolus. Le bilan, il est assez mitigé parce que de l'accession de ceux qui ont fait le renversement au pouvoir à aujourd'hui, nous ne voyons pas d'impact significatif dans la vie de tous les jours. Et le changement demandé n'est pas là. Je reste encore sur ma faim par rapport à cette transition. Une année pour le moment, c'est complètement pas satisfaisant et il ne s'attelle pas, je pense, aux tâches réelles et essentielles auxquelles il devait s'atteler. Madame Fatima Maïga, vous participez à cette émission par téléphone. Partagez-vous déjà ce sentiment d'insatisfaction dont Mahamadou Traoré vient de dénoncer ? Merci beaucoup. En fait, moi, je souhaiterais, par prudence, peut-être me référer à la mission et donc cadrer un peu la discussion et voir si par rapport aux missions qui avaient été confiées aux autorités de la transition de 18 mois, eux ont été remplis. Je me souviens, et je pense que beaucoup de Maliens se souviennent, qu'après les discussions qu'il y a eu en septembre, il y avait eu une priorisation de ce qui était attendu de ces autorités, et c'était essentiellement le rétablissement de la sécurité sur l'ensemble du territoire, la tenue d'élections crédibles, transparentes et non contestables, et puis les questions de gouvernance. Donc, pour être juste avec eux, je pense qu'on peut alors peut-être voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Au plan de la sécurité, tout le monde sait aujourd'hui que malheureusement la situation aujourd'hui est pire qu'il y a 1 an avant l'arrivée de la transition qui marque ces 12 mois aujourd'hui.
Et par sécurité, on parle bien de la sécurité physique et la sécurité alimentaire. On a à peu près 5 millions de Maliens, dont presque un tiers de nos concitoyens aujourd'hui qui sont en urgence humanitaire absolue. Et dont 30%, 3 millions, enfin 70%, 3 millions, 2,9 millions sont des femmes. Donc, on peut dire objectivement qu'il n'y a pas eu d'avancée et malheureusement, il y a eu des régressions avec des cas comme Dina Bougou, Farah Bougou, qui sont des cas emblématiques. On voit bien qu'aujourd'hui, on a une grande part de nos concitoyens qui vivent encerclés et sous le diktat de forces terroristes. Maintenant, pour la tenue des élections, je pense que, et ça c'était quand même, à mon avis, la tâche régalienne d'une transition qui n'a pas vocation à tout faire. Malheureusement, aujourd'hui, la classe politique, dans son ensemble, est en suspicion que ces élections ne se tiendront pas avec, disons, certaines actions qui viennent d'être ajoutées à un calendrier déjà surchargé, la mise en place d'un organe unique pour les élections, et puis on nous parle aussi d'assises nationales ou pour la refondation qui, pour moi, je pense, ne sont pas nécessaires et dans l'absolu pour que les autorités remplissent leurs tâches, en tout cas de la manière dont ils avaient convenu avec la CEDEAO. Maintenant, pour les questions de gouvernance, je pense que c'est là où vraiment on peut parler d'inaction, c'est-à-dire, je parle encore une fois en termes d'objectivité, de résultats attendus. On nous avait parlé de mettre sur la table un certain nombre de dossiers qui avaient été notamment traités par le bureau du vérificateur général, la question des surfacturations au sein de l'armée, la question de l'utilisation des moyens de la loi d'orientation et de programmation militaire. Donc, à ce niveau-là, on attend encore de voir venir les choses. Alors, Assimi Goïta s'est adressé hier nuit à la nation à l'occasion du renversement, l'an 1 du renversement du régime d'Ibeka. Que retenir de son discours, Fousseini Diab? Je pense que j'ai aussi entendu ce qu'il a dit, mais à entendre ses propos, je pense qu'il a quand même peut-être plus tenu un discours politique, plus que par rapport aux attentes. Je m'attendais plus à un bilan de sa part, parce que comme je l'ai dit, ils se sont engagés sur pas mal de trucs par rapport au fait des attentes des Maliens qui seront comblées sur la gouvernance, sur l'éducation ou encore la santé, mais tout cela, surtout sur le front aussi sécuritaire, mais tout cela n'a pas été le cas. Dans son discours, il a appelé seulement à l'inclusion autour de cette transition pour que les choses aillent bien. Donc du coup, personnellement, je n'en retiens pas beaucoup parce que il s'est adressé, mais dans le fond, j'ai pas vu réellement à quoi les Maliens s'attendaient. Parce que moi, je pensais qu'il allait vraiment faire le bilan de leur gestion et plus encore, nous disons coup d'état d'août, mais on a connu un deuxième coup d'état le 24 aussi mai. Donc du coup, c'est 2 coups d'état dans presque une année. Donc du coup, son adresse quand même, je n'en retiens pas beaucoup. Mahamadou Traoré, est-ce que le président s'est montré rassurant s'agissant des élections? Dans son allocution, il a parlé des élections. Moi, je n'ai pas retenu quelque chose concernant les élections dans son allocution à la nation, mais précédemment, il avait pris des garanties, des gages, parce que ce qui régit actuellement notre pays, qui est la charte de la transition additionnée à la Constitution, et cette charte, elle a fait l'objet d'un consensus national et international. C'est des engagements qui ont été pris par les autorités de la transition afin de nous amener à des élections horizon fin février 2022. Alors, pour le moment, moi, je n'ai pas vu quelque chose de clair. Et dans son discours, la seule chose que je peux retenir, c'est qu'il appelle à une inclusivité. Sinon, sur le plan sécuritaire, je m'attendais à plus d'annonces fortes parce que le Mali fait quand même 1 241 138 km². Donc, il nous faut encore plus d'hommes et à former, à aguerrir, à les réarmer avec du matériel et à les réarmer moralement afin de pouvoir faire face à cette nouvelle situation qui est là, qui est une guerre complètement asymétrique auquel nos forces n'étaient pas aguerries dans le temps. Aujourd'hui, moi, très sincèrement, je reste encore sur ma faim et sur la question des élections, ça devient de plus en plus compliqué parce que la quasi-totalité des partis politiques
depuis le dialogue national inclusif, et en plus de la société, avait appelé à créer un organe unique de transition. Mais ils ont fait 10 mois en train de tergiverser et en disant qu'ils n'allaient pas faire. Parce que pour moi, l'État, c'est une continuité. Aujourd'hui, le Premier ministre Choguel veut nous ramener à ça. Et toutes les conclusions, les grandes conclusions ont été déjà tirées. Il s'agit maintenant de les mettre en œuvre. Et il veut nous amener, pour moi, dans une manœuvre dilatoire afin de peut-être pouvoir, je ne sais pas, proroger ou pas la période de la transition. Mais encore là, je les donne le bénéfice du doute et j'ai foi en leur bonne foi et qui vont vraiment tout mettre en œuvre. Mais il faut qu'il y ait aujourd'hui des actes concrets. C'est-à-dire qu'on nous donne un chronogramme déjà clair, bien établi, en disant quand est-ce que le collège électoral doit être convoqué et quand est-ce qu'ils vont commencer la révision des listes électorales, qu'en est-il de la sécurisation aussi de ce personnel-là qui doit faire ce travail, et qu'on sorte maintenant des gros discours, parce qu'on a fait quasiment une année, 12 mois en train de tergiverser, et aujourd'hui il ne nous reste que 6 mois, parce que le Mali ne peut pas vivre en autarcie. Et je ne suis pas sûr que si tous les Maliens font consensus au-delà de la date indiquée. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'ils s'attellent au travail, à savoir le premier travail qui est la sécurisation. La deuxième chose, qu'on en arrive à un chronogramme, un calendrier clair pour les élections. Et la troisième chose, qu'on s'attaque vraiment à tout ce qui est malgouvernance et qu'au-delà de s'attaquer à la malgouvernance, qui est aussi une gouvernance vertueuse pendant cette transition. Parce que ce dont les Maliens se plaignent, c'est que il y a une rupture et un manque complet de confiance entre le gouvernant et le gouverné. Et cela doit changer. Et pour que cela puisse changer, il faut d'abord faire une relecture de la charte des partis politiques, relire la loi électorale. Mais rien de tout ça, aujourd'hui, on n'en parle pas. Moi, j'ai vraiment comme l'impression qu'on traîne exprès des pieds pour nous amener vers des horizons incertains. Madame Fatima Maïga, vous venez d'entendre Mahamadou Dabou qu'on est en train de traîner les pieds concernant ces élections. Selon vous, est-ce que les jalons sont suffisamment posés pour la tenue de ces élections-là? Voilà. Bon, et il semble, en tout cas, du point de vue de la classe politique qui s'est organisée, je pense en collectif, et également du point de vue de certains techniciens et de la société civile, que nous sommes en tout cas loin d'avoir certaines assurances qui devraient être là à quelques 7 mois des élections, c'est-à-dire les réformes, un calendrier et au-delà du calendrier, le démarrage effectif des réformes qui d'ailleurs, du fait de textes et de lois communautaires auxquels nous sommes soumis en tant qu'État, nous ne pouvons pas mener de réformes 6 mois avant les élections. Et donc, nous savons qu'il n'y a pas encore de réforme engagée du point de vue de la Constitution, qui fait partie des réformes prévues, la loi organique et bien d'autres choses qui, en principe, doivent être faites, qui ne le sont pas objectivement. Donc, on doit se poser des questions et ça a été mis en exergue, mis en avant par les personnes que j'ai citées. Il y a également, d'un point de vue tout simple, c'est-à-dire la question aujourd'hui sécuritaire qui, encore une fois, était en principe une des priorités des autorités de la transition. Et on voit bien que la situation sécuritaire aujourd'hui est désastreuse, aussi bien du point de vue physique qu'alimentaire, avec toute une population dans le centre qui n'a pas pu cultiver, et cela, dans certains cas, depuis plusieurs années. Et donc, nous sommes dans une situation critique qui peut objectivement également constituer un défi plus important, en tout cas la tenue physique des élections. Il y a la question également, lors du discours du Premier ministre, de sa déclaration de politique générale devant le CNT, je pense, et qui n'a pas été en tout cas remise en question par le président de la transition, M. Assimi Goïta. Il y a eu des informations quand même qui sont au minimum, qui portent interprétation et qui peuvent confondre, notamment sur finalement quel est l'horizon. Alors, pour la communauté internationale et pour une grande partie des Maliens qui croient en ces autorités, parce que les autorités ont fait des promesses qui ont été consignées dans une feuille de route, dans une charte,
les élections doivent se tenir en février. Mais lorsqu'on fait le calcul bout à bout du calendrier de dépenses, parce que quand il a présenté sa DPG, il a également parlé de moyens, et ces moyens qui sont normalement programmés sur une année, sont utilisés pour une période bien plus courte. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de questionnements. Est-ce qu'on est en train de s'acheminer vers un report? Et je voudrais conclure par quelque chose, je trouve très désastreux, si c'était le cas, qu'on ne puisse pas communiquer, parler avec honnêteté aux Maliens, aux Maliennes, qui ont souffert depuis plusieurs décennies, justement, de cette forme de mépris de nos autorités, de mépris par la non prise en compte de nos aspirations, de nos besoins les plus immédiats, où parfois nous apprenons notre sort sur des médias internationaux ou à travers des exercices comme ça, d'ailleurs auxquels beaucoup de Maliens n'ont pas accès. Et je peux vous assurer que les femmes avec qui nous on travaille à Badjangara et ailleurs aujourd'hui n'ont absolument pas connaissance, et peut-être parce que ce n'est pas leur priorité aujourd'hui. Mais je résume par dire, nous avons besoin de clarté, nous avons besoin de l'aïdou, c'est-à-dire c'est un mot qui est important pour nous dans notre bagage culturel, la façon dont nous définissons un leadership vertueux, un leadership redevable, c'est un leadership qui s'adresse avant tout à la population, qui répond aux problématiques de la population, et quand ce leadership est en but à des difficultés, explique de façon très claire quelles sont les alternatives. Encore une fois, il est important que le président Assimi Goïta et les autres membres des autorités de la transition comprennent que les Maliens sont prêts à entendre certaines choses à partir du moment où c'est dit avec précision, sans aucune malice, et à partir du moment où ceux qui ont pris des engagements devant eux et devant la communauté internationale puissent justifier de leur bonne foi pour nous expliquer pourquoi aujourd'hui on est si loin des engagements, notamment la tenue des élections en février 2022. Alors, excusez-moi, nul qu'il soit, personne privée, association ou parti politique, ne doit exclure les autres et personne ne doit se sentir exclu. Est-ce qu'avec ces mots du discours d'Assimi Goïta, vous vous sentez déjà dans cette inclusivité, Dr Mahamadou Traoré? Oui, moi déjà, en tant que membre d'un parti politique, nous nous sommes toujours inscrits dans l'inclusivité. Parce que force est de reconnaître qu'aujourd'hui, ceux qui se sont réclamés comme force de changement ne sont pas du tout dans une dynamique d'inclusivité. Lorsque nous regardons à un moment de la transition, l'actuel Premier ministre Choguel Kokala Maïga qui tirait à boulet rouge sur les autorités de la transition en parlant de colonisation de l'appareil d'État, en parlant de CNT illégale et illégitime, qui se retrouvent aujourd'hui en train de travailler avec les mêmes choses, ça nous pousse à nous poser des questions. Mais nous n'avons jamais été dans cette dynamique-là. Depuis que, comme on le dit chez nous, lorsque l'inévitable arrive, il faut pouvoir s'en servir pour en faire de l'utilisable. Et pour nous, ce qui a été le renversement du régime IBK, la manière n'était pas la bonne. C'est vrai que le régime avait beaucoup perdu de sa légitimité populaire, parce qu'un régime, s'il avait toute sa légitimité et que les choses se passaient de façon normale, aurait pu quand même mobiliser le même peuple pour pouvoir contrer cette contestation. Donc, mais nous nous sommes très vite rendus compte, et à l'évidence, que ce n'était pas une question de Mali. Il faut qu'on arrive à mettre le Mali au-dessus de nos intérêts particuliers et partisans. Ce discours, je pense qu'il l'adresse surtout à ses collaborateurs et à ceux-là qui sont appelés ou qui sont auto-octroyés la dénomination force du changement. Parce que pour eux, le changement passe par l'exclusion. Et il les parle parce que nous sommes tous des Maliens et chacun aime ce pays, et de la manière, je pense, la plus comme quelqu'un puisse aimer son pays. Donc je pense très sincèrement que ce discours, il est éminemment politique et adressé aujourd'hui à certains des tenants de la chose publique, à savoir certains membres du CNT et à celui qui occupe la station primatoriale aujourd'hui, à savoir le docteur Choguel Kokala Maïga. Discours politique pour Dr Traoré. Fousseini Diop, vous, en tant que membre d'une association de la société civile, est-ce que vous vous sentez impliqué dans cette période de la transition?
Je pense que déjà rappeler que par rapport au calendrier, ce n'est pas des élections présidentielles seulement qu'on entend, parce que je pense que lors de l'approbation du PAG du Premier ministre devant le CNT, il a dit que le calendrier des élections établi par le gouvernement Ouane reste en vigueur. Et là, on devait avoir déjà les réformes en mois de juillet. Sauf que dans son discours, il ne mentionne pas les dates. Il dit oui, mais si on s'en tient à ce calendrier, normalement en octobre, on doit avoir un référendum. Et en décembre, on doit avoir les élections régionales et locales, c'est-à-dire couplées. Et en février, les élections présidentielles. Donc le Mali doit faire un minimum de 6 mois, 4 élections, 4 grandes élections. Et aujourd'hui, où nous en sommes, les réformes, on n'en a même pas touché et on ne connaît pas encore les dates qu'on appelle des référendums qui étaient prévus pour le moment. Donc, du coup, ce calendrier n'est pas d'abord actualisé. Et comme notre consoeur vient de le dire tout de suite, on ne discute pas avec les Maliens par rapport à la sincérité même du gouvernement à pouvoir agir dans ce sens-là. Mais maintenant, pour venir par rapport à l'inclusivité, je pense qu'au-delà des mots, il faut que ça se traduise aussi dans les actes. Certes, on a vu que le Premier ministre actuel a fait des concertations. Il a quand même fait beaucoup de visites où il a rencontré la société civile et tout ça. Nous, en tant que membres de la société civile, nous sommes là aussi pour collaborer et on va répondre à l'appel à chaque fois qu'il y a besoin. Il y avait eu qu'on appelle des cadres de concertation qui étaient mis en place dont nous faisons membre. Nous avons porté la voix des jeunes dans ces cadres-là et aussi par rapport aux réformes, quelles sont les attentes du peuple malien pour que les réformes puissent prendre en compte l'aspiration des Maliens. Donc je pense que nous, on est dans ce cadre-là. À chaque fois qu'on nous fait appel, on ne fera pas deux fois à participer. Mais il faut quand même sortir de cela parce que jusqu'à preuve de contraire, comme il a dit, certaines personnes se sentent exclus. Aujourd'hui, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre et aussi l'ancien président de la transition n'ont pas leur liberté. Et ils avaient aussi des personnes qui sont derrière. Donc, du coup, tant que ces frustrations aussi ne vont pas et que les libertés individuelles et collectives aussi ne seront pas garanties, aujourd'hui, tu fais une demande pour une marche parce que tu es d'une tendance, ça va être accepté, tu es d'une autre tendance, ça ne va pas être accepté et on parle d'inclusivité. Donc, du coup, pour moi, c'est que de non, mais il faut que ça se traduise par des actes et que les Maliens, dans l'ensemble, puissent se retrouver pour avoir un consensus. Par rapport au fait qu'on ne peut pas changer les textes, c'est à 6 mois avant les élections, je pense que les textes de la CEDEAO disent que s'il y a un consensus politique, on peut être amené à cela. Donc je pense qu'on doit rassembler l'ensemble des acteurs pour que les Maliens puissent se retrouver autour de l'essentiel et organiser rapidement les minima, c'est-à-dire les élections présidentielles pour confier le Mali à un président légitime. Madame Fatima Maïga, vous êtes à la tête d'une organisation qui défend également le genre. Est-ce que les femmes se sentent impliquées dans la gestion de cette période transitoire? Déjà, au titre de la loi 052, ce qu'on appelle la loi genre, qui a une certaine représentation et des représentativités des hommes et des femmes à hauteur d'au moins 30% de l'un ou l'autre sexe dans les fonctions publiques et nominatives. Rien qu'en regardant cette loi-là, on s'aperçoit qu'elle a été systématiquement violée depuis le démarrage de la transition il y a déjà 1 an. C'est-à-dire que dans les gouvernements successifs qui ont été mis en place, les femmes oscillaient entre 17% et grosso modo 20%, donc bien en deçà du minimum des 30%. Et il y a aussi ce dont on parle très peu, c'est la très grande vague de nominations, notamment de gouverneurs, qui avaient été faites, ces nominations par le Comité national du salut du peuple. Et là, il n'y a aucune femme pratiquement qui ont été nommées et qui pourtant, ces fonctions-là, ces nominations sont des nominations clés, encore une fois, pour les 3 fonctions qui ont été confiées à la transition, notamment la sécurité et les élections. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les femmes, y compris les femmes qui ont des compétences, bien sûr, pour le faire, n'ont pas leur mot à dire pour la marche de façon autoritaire. C'est-à-dire, c'est bien beau de mettre en place des groupes ad hoc et tout ça, mais c'est encore mieux de mettre les femmes dans des situations de responsabilité où elles peuvent contribuer de façon à ce que leur contribution soit prise en compte parce qu'elles ont l'autorité à la fonction et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Lorsqu'on regarde l'attelage de la transition, les postes d'autorité, d'influence sont occupés par des hommes et les femmes sont objectivement marginalisées. Mais au-delà de la question des femmes, il y a ce qui m'a beaucoup frappé lorsque on quitte Bamako, à seulement quelques cinquantaines de kilomètres, à Kayo, à Koulikoro et encore plus à Mopti, il y a vraiment un sentiment total d'exclusion et de marginalisation
des populations de nos régions et des compétences de nos régions. À tel point qu'une femme de la société civile leader m'a dit non, mais le CNT, c'est le CNT de Bamako. Ce sont les représentants du peuple malien de Bamako. Il y a effectivement très peu de personnes compétentes à y être dans ce CNT qui viennent des régions. Et donc ça, c'est déjà quelque chose qui montre que ça ne va pas. On ne peut pas juste parler d'inclusivité en exhortant les Maliens et les Maliennes à se sentir inclus. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut mettre en place des dispositions, il faut respecter les textes et les dispositifs prévus déjà pour qu'on ne soit pas en mesure de dire « Oups, pardon, on s'est trompé », alors parce que ces textes étaient là, on ne devait pas les ignorer, et puis parce que tout est rattrapable, puisque lui, je n'ai pas écouté le discours du président de la transition, M. Assimi Goïta, comme beaucoup de Maliens, pour d'autres raisons, qui étaient privés d'électricité, qui n'avaient pas la quiétude parce qu'ils vivent sous les bombes ou bien ils sont assiégés, mais je pense que tout est rattrapable, donc il y a lieu de mettre en place des mécanismes vraiment en évitant que des choses soient ad hoc. Il faut rectifier là où les choses se passent mal ou là où on n'a pas respecté les textes ou nos propres lois et rectifier de façon à ce que les Maliens aient envie, non seulement l'envie, l'assurance et puis la réalité de l'inclusivité. Alors, pour résumer ce que Mme Fatima Maïga vient de dire, les textes pour la promotion du genre n'ont pas été suffisamment respectés lors de cette période transitoire, pendant la première période, une année de cette période transitoire. S'agissant maintenant de la sécurité, c'est que l'une des raisons de la chute du régime d'Ibeka, c'est le problème de sécurité. La situation s'est-elle améliorée, Mahamadou Traoré? Visiblement non, parce que nous continuons toujours à subir des attaques, que ce soit la population civile, que ce soit nos forces armées. Et pour le moment, je n'ai pas ni la perception ni la sensation que cela ait beaucoup changé. Je ne suis pas dans le secret de la gouvernance. Je ne sais pas ce qui se passe au-delà de ce qu'on peut nous rapporter sur les différents médias sociaux ou nos différents relais qui sont dans les zones, mais à ce que nous avons quand même de nos relais, c'est-à-dire de nos représentants dans les zones sous occupation, si je peux me permettre le mot, il n'y a pas beaucoup de choses qui aient changé. La population de Farabougou, je pense, continue à souffrir autant. La population dans la zone de Yorosso, si tu veux aller vers Kifosso aujourd'hui, c'est assez compliqué. Ça, c'est en pleine zone sud du Mali, dans la région de Koutiala. C'est assez compliqué. Et quand tu veux aller à Fakola, dans la région de Bougouni, et celle de Kolondiaba, c'est assez compliqué. Vers la zone de Filamanam, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, les chantiers sont gigantesques et je n'ai pas la sensation qu'il y ait beaucoup de choses qui aient changé. Et je n'ai pas aussi la sensation parce que dans la déclaration de plan d'action gouvernemental du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, il a parlé du recrutement de 12 000 hommes. Est-ce que le recrutement de 12 000 hommes, en plus de l'effectif qu'on a actuellement, qui varie selon les chiffres, est-ce que cela peut nous amener à une sécurité? Est-ce que le tout sécuritaire aussi, c'est-à-dire le tout arme, peut tout? Non, je pense que la société civile, les organisations telles que celle de notre co-débattrice et la JICAD, je pense qu'on doit plus les impliquer parce qu'ils sont au contact de la population. Et nous aussi, les partis politiques, nous avons notre rôle à jouer dans la sécurisation. Donc, tant que les populations ne vont pas se sentir concernées par la chose publique, ça va être compliqué de pouvoir arriver vraiment à cette sécurisation. Et aussi, tant que ce soit du côté des militaires, que ce soit aussi du côté des politiques, tant qu'il n'y a pas cette redevabilité, la population ne va pas se sentir impliqués dans la chose. Donc, du coup, pour le moment, rien de tout ça, je ne vois vraiment pas, je n'ai pas la sensation d'une clarté dans ça. Donc, sur le plan sécuritaire, je dirais que beaucoup de choses n'ont pas changé. Beaucoup de choses n'ont pas changé pour vous également, Fousseini Diop? C'est clair. Aujourd'hui, en tant que jeunes, on essaye de mener nos actions aussi à travers le Mali. Et on s'aperçoit tout de suite que ça ne va pas. L'État ne contrôle presque pas les 2/3 du territoire. Il a pris des exemples. Voilà, tu rentres dans la région de Mopti, aux côtés de Douanzan, ainsi de suite. Dans les régions nord, aujourd'hui,
l'insécurité, ça touche toutes les régions. Sikasso, qui était épargné, est touché, les régions de Ségou, de l'autre côté du fleuve seulement. Donc, du coup, jusqu'à présent, il n'y a même pas longtemps, nos drapeaux étaient aussi en berne, parce qu'il y a, qu'on appelle, une localité a subi une attaque. Donc, du coup, du niveau sécuritaire, voilà, en Sango précisément. Donc, du niveau sécuritaire, rien n'a bougé, je peux le dire. Jusqu'à présent, les Maliens vivent dans la crainte, dans la peur. Même lorsqu'ils collaborent aussi avec les forces de l'ordre, des djihadistes reviennent, ou même qu'on appelle des forces terroristes reviennent pour s'aimer la terreur. Donc, du coup, dans l'ensemble, les militaires sont aujourd'hui aux commandes, stratégiquement dans les ministères de la sécurité, et même le président de la transition. Et des gouverneurs sont presque tous des militaires, à majorité. Donc, du coup, aujourd'hui, l'outil sécuritaire, je peux dire que les Maliens, jusqu'à présent, n'ont pas de paix là où ils sont. Et la majeure partie de la population vit vraiment dans la crainte et ils ne savent même pas quoi faire. Ils se sentent abandonnés, comme on l'a dit. Et aujourd'hui, même le cercle Bamako, il n'y a rien de sûr. Il n'est pas, voilà, les armes aussi à petit calibre circulent partout. Même, tu ne peux pas être épargné à être agressé sur ta moto. Donc, du coup, aujourd'hui, je pense que l'aspect sécuritaire, il y a beaucoup à faire. Et il l'a dit, ce n'est pas que les armes seulement qui vont résoudre. Il faut que la gouvernance, l'accès des populations soit, aux services sociaux de base soit une réalité pour pouvoir combattre réellement cette insécurité. Les Maliens ne sont pas dans la quiétude, ne sont pas en paix. Madame Fatima Maïga, quel regard avez-vous sur l'aspect sécuritaire durant cette période transitoire? Alors, l'épicentre de la violence continue à être la région de Mopti, avec malheureusement récemment, n'est-ce pas, ce qui se passe à Sango, au nord, et comme le co-débatteur vient de le dire, une sorte de dissémination quand même de certaines formes de banditisme et puis en tout cas de conflits violents dans les autres régions du Mali. Mais l'épicentre reste aujourd'hui la région de Mopti. Et ce qui nous interpelle, nous autres, notamment de la société civile féminine, c'est que nous ne sommes pas sûrs qu'il y a une stratégie de sécurisation pour cette région qui soit à hauteur des enjeux. Et d'ailleurs, nous avons écouté avec beaucoup d'attention la déclaration de politique du Premier ministre et nous aurions vraiment souhaité que ce qui se traduit en termes de violence sur les civils notamment, soit ce qui se passe, soit traduit dans les faits, dans cette politique-là, avec des allocations conséquentes. Il semble aujourd'hui que, en réalité, même s'il y a un plan stratégique, je crois, de sécurisation du centre, dont très peu de gens, en tout cas de ceux qui sont censés le mettre en œuvre, ou en tout cas de mobiliser les ressources nécessaires et la volonté politique nécessaire, sont au courant. Très peu de gens, en tout cas, sont en train de mettre cette stratégie en œuvre. Est-ce qu'il ne serait pas temps, aujourd'hui, plutôt que de faire des constats, on en fait depuis 2012, que nous sommes en train de faire un glissement très dangereux vers une situation peut-être qui sera une situation irréversible. Est-ce qu'il n'est pas temps de régler la situation, notamment la situation intenable dans le centre, avec effectivement des pans entiers, des villages entiers qui sont aujourd'hui encerclés, même si je sais que ce n'est pas reconnu par le gouvernement aujourd'hui. Ce qui se passe au Mali est impensable et, je crois, inédit. Nous avons vu qu'il y a des enlèvements d'écoliers, des centaines, parfois plusieurs centaines, par exemple dans un pays comme le Nigeria, mais nous avons au Mali, à Dinabougou et à Farabougou, nous avons des vingtaines de milliers de gens, peut-être de façon agrégée, on en est à peut-être 100 000 personnes, 200 000 personnes aujourd'hui qui sont prises en otage, qui ne peuvent pas se soigner, qui ne peuvent pas manger et dont on sait maintenant malheureusement que des victimes sont maintenant au Mali en train de mourir de faim parce que des djihadistes, ou bien ceux qu'on appelle des groupes terroristes, les empêchent de sortir avec parfois à quelques kilomètres seulement, en principe, des forces armées positionnées. Et à quoi je veux en venir? C'est que il faut se poser également la question de pourquoi nous avons tout le temps les mêmes effets. Parce que les causes sont les mêmes. On a dit que le problème au Mali ne sera pas résolu par une intervention militaire qui, de toute façon, montre à l'évidence ses limites, qu'elles soient internationales ou nationales. Il y a des limites très claires à l'action militaire. Ils ont dit et nous sommes d'accord, qu'il faut envisager une vraie réponse politique pensée par les Maliennes et les Maliens, mise en œuvre par les Maliennes et les Maliens avec l'aide de la communauté internationale. Et notamment, on a parlé de la question du dialogue avec les groupes terroristes.
avec toute l'attention qu'il faut, parce qu'en tant que féministe, en tant que promotrice des droits des femmes, je sais très bien les enjeux à parler avec ceux qui tuent, amputent, flagellent et violent au nom d'une certaine interprétation de l'islam qui n'est certainement pas la nôtre. Je sais bien les dangers à cela. Mais nous savons également qu'aujourd'hui, ça peut faire partie de la solution politique si elle est pensée, si elle est réfléchie, parce que ça a été demandé par le dialogue national inclusif et par bien d'autres forats. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller au-delà des constats. La situation continuera à s'aggraver, peut-être jusqu'à atteindre un point de non-retour si on n'acte pas ce qui est vrai, ce qui est irréfragable, c'est-à-dire la solution militaire ne suffira pas et il faut qu'on enclenche une vraie solution politique. Et c'est là où les femmes ont tout un rôle à jouer, parce que les femmes viennent avec un agenda qui n'est pas un agenda politique, mais qui est un agenda qui parle des problèmes structurels, qui veut qu'on voit la question de la justice, la question du foncier, tous ces déterminants qui font aujourd'hui qu'on essaye d'éponger de l'eau versée, une inondation, tout en laissant le robinet ouvert. Il faut passer à la question politique en touchant aux questions structurelles et en mettant les compétences, les idées, les aspirations, notamment des femmes, en avant. Alors, pour résumer ce que vous venez de dire, vous avez tous les trois dressé un plateau pas du tout satisfaisant sur l'aspect sécuritaire. Alors, faut-il avoir foi que la transition ne va pas dépasser le délai imparti, avec tout ce que vous venez de dire, M. Traoré? Je dirais que je ferai confiance parce qu'il y a des débats pour demander une prorogation de la durée. Oui, ceux qui demandent ça ne savent pas dans quoi ils sont en train de s'aventurer. Comme le disait notre co-débattrice, Laïdou Khan dira, je le dis en bambara, c'est-à-dire que nous avons donné notre parole. Et donc, la parole étant sacrée, c'est-à-dire que ça fait partie de nos valeurs sociétales de base. Donc, je fais confiance à ce que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a dit. Il a dit qu'il respecterait les échéances. Le premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga aussi, a dit qu'il respecterait ces échéances. Mais nous, au-delà de ça, nous nous sommes organisés et nous avons notre devoir de veille et à les aider à pouvoir arriver à ces élections à la date impartie. Sinon, nous allons nous retrouver dans une situation encore plus grave parce que pour le moment, la situation elle est très très tendue, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur. Le Mali ne peut pas vivre en autarcie. Que nous soyons clairs, au jour d'aujourd'hui, il est impossible pour le Mali de vivre en autarcie. Et donc, nous sommes dans des entités. Et ces entités ont leurs règles et leur manière de fonctionner. Pour le moment, il y a eu une entorse à ces règles-là. Oui, on nous a donné un moment de sursis qui est cette transition. Il faut quand même qu'on arrive à l'exploiter à bon escient afin d'arriver à ces élections le plus rapidement possible. Mais permets-moi aussi de dire juste deux mots par rapport à ce que Madame a dit, que je suis complètement d'accord avec ça, parce qu'avant d'être homme politique, je suis quelqu'un qui travaille dans le développement. Il est capital qu'on donne plus de droits aux femmes. Il faut que les femmes aient accès aux ressources nécessaires et que les jeunes aussi aient accès aux ressources. La question foncière, elle est fondamentale. Et tout ce qui est activité génératrice de revenus, qu'on arrête de faire du colmatage. L'agriculture malienne doit changer de vision. Ça ne doit pas être une agriculture de subsistance ou de lutte contre la pauvreté. Non, ça doit être une agriculture de création de richesses. La nuance, elle est de taille. Donc, nous devons vraiment... Et la base de toute société, surtout la nôtre, c'est la femme. Donc, tant que les femmes n'auront pas plus de droits et accès à plus de choses, à l'éducation, au financement, à la terre, nous allons tourner, nous allons toujours retomber dans les mêmes problèmes. Fousseini Diop, le discours a-t-il permis de rassurer sur le délai de la transition? Je pense que les assurances, peut-être les textes nous le disent, mais les faits sont autre chose. Voilà. Et je pense qu'il a dit, la tête même, c'est-à-dire le président Assimi, voilà, chef de l'État, a dit qu'ils vont tout faire pour respecter le délai. Nous sommes là, le Premier ministre aussi a réaffirmé cela, et je pense que la charte aussi définit le délai de la transition.
Aujourd'hui, si nous sortons de ce cadre-là, nous allons vers une aventure sans issue. Sincèrement parler, je ne sais pas dans quelle chose nous allons tomber, mais il serait important de ne pas faire tomber encore le pays dans quelque chose dont on ne connaît pas l'issue. Donc, il est important aujourd'hui, comme je l'ai dit, des échéances électorales, 4 qui doivent venir de rassembler l'ensemble des acteurs de la classe politique pour pouvoir faire un consensus et aller exactement à ce qui doit être fait dans les 6 mois à venir. C'est-à-dire organiser des élections présidentielles et confier la destinée du pays à un président qui est légitimement élu. Sans quoi, tout ce qui est en train d'être dit, parce que les groupuscules qui se forment aujourd'hui pour demander une prorogation, on sait que c'est des gens proches du pouvoir ou qui ont quelque chose à gagner dedans. Et nous, en tant que membres de société qui sommes neutres, parce que nous n'avons pas aspiration à exercer le pouvoir, nous sommes là que pour dire ce dont les Maliens souhaitent. Parce qu'une transition n'a pas à s'éterniser et une transition n'est pas là pour régler tous les problèmes du Mali. Certes, nous sommes dans cette situation. Lorsqu'ils sont venus, je me souviens de la première déclaration de leur porte-parole, il n'y a pas question de 2022 ou 2021 et ils sont là seulement que cette transition va être la plus courte possible. Et je pense qu'aujourd'hui, les yeux des Maliens sont braqués sur eux. La communauté internationale les regarde. C'est parce que le Mali s'est engagé et nous devons respecter notre engagement. Parce que l'un des défauts des régimes qu'on a dit, c'est du fait qu'on violait les textes. Et aujourd'hui, la charte a déjà fixé cela. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Les 18 mois doivent être respectés. Madame Fatima Maïga, est-ce que nous pouvons avoir foi à la charte et avoir foi à la transition pour dire que le délai imparti ne sera pas prorogé? Je crois qu'il faut essayer d'avoir foi en l'intégrité du président de la transition et de ses collaborateurs, en leur patriotisme, parce que voilà un pays aujourd'hui, voilà une population qui ne peut plus subir. Je pense que le Mali est dans un état critique. Une autre crise serait fatale. Donc j'en appelle en toute fraternité, avec tout le respect dû à son rang, à sa sagacité et de lui demander de résister au chant des sirènes et autres laudateurs, parce que tout simplement, un adage qui nous dit que lorsque tu n'as pas d'amis pour te dire la vérité, mieux vaut payer tes ennemis. Pour le faire, il n'est pas à l'abri du sort que certains de ses prédécesseurs ont connu, à vouloir peut-être ne pas mettre dans la balance les intérêts des Maliens en voulant prendre la décision de reporter ou de ne pas reporter. Il faut qu'il y ait cette sagacité, cette sagesse, parce qu'encore une fois, on peut prendre des décisions pour le peuple malien, pour l'intérêt suprême du peuple malien, qui donneront la voix de s'il faut faire ce report ou pas. En tout état de cause, il faut protéger le Mali d'une énième crise, parce que le Mali ne pourra pas s'en relever. Et qu'il est vrai, comme les co-débatteurs l'ont dit, chez nous, l'importance de la parole est avant tout sacrée et elle forme également ce que nous estimons être les critères de leadership, donc qui nous montrent la voie du leadership pour le peuple malien dans les décisions qui viendront. Merci. La parole donnée est sacrée, donc vous souhaitez que la transition ne dépasse pas le délai imparti. Il ne reste que 5 minutes pour la fin de cette émission, le temps de poser une dernière question en tour de table. Quelle solution donc apporter au problème d'ici la fin de la transition? Je commence par M. Traoré. La solution, elle est là, parce que tout est déjà dit. C'est la sécurisation, s'atteler à la sécurisation, s'atteler à l'organisation des élections. Laisser cette question de création d'organes uniques de gestion, cette énième assise qu'il demande, il faut aller à l'essentiel. Mobiliser le maximum de ressources pour sécuriser le pays, mobiliser le maximum de ressources pour faire face au front social et mobiliser le maximum de ressources pour faire les élections et partir dans l'honneur et la dignité. Vous partagez cet avis, Fousseini Diop? Oui, bon, je pense que c'est ça. Comme je l'ai rappelé, voilà, la transition ne pourra pas gérer tous les problèmes du Mali. Et il reste seulement 6 mois. Et en 6 mois, on ne peut pas claquer du doigt. Et voilà, tout revient à la normale. Donc aujourd'hui, il faut rapidement, comme je l'ai dit, procéder aux réformes. Voilà, institutionnelle et politique. Rapidement, toiletter qu'on appelle la loi électorale et aussi la charte des partis politiques et convier vraiment les acteurs pour se mettre d'accord rapidement pour organiser les élections. Et la mise en place des logis, les experts ont dit que c'est possible, s'engager à ça pour que rapidement on puisse confier en 2022, au mois de mars, le Mali a un nouveau président qui est élu légitimement. Madame Fatima Maïga, quel remède pour trouver une solution au problème? Quel remède pour les problèmes d'ici la fin de la transition?
Que faut-il s'atteler d'abord à faire? C'est une question bien vaste et j'espère que le président Goïta et ses collaborateurs vont pouvoir y répondre sans forcément passer par une énième assise. En consultant intelligemment, ce n'est pas vraiment à moi de répondre à ces questions, mais ce serait un peu trop prétentieux, mais ce qui est clair, c'est qu'il faut prioriser, il faut rester dans l'identité d'une transition. En Bambara, ce n'est pas un pouvoir plein, ce n'est pas un pouvoir dans sa légalité démocratique. Et donc, pour le bien du Mali, il faut mettre toujours, comme je dis, comme boussole, comme ultime et permanente, c'est-à-dire les intérêts du peuple malien, de ce peuple, de ce pays qui est en guerre et qui, en septembre, au début de la transition, a défini par ces personnes, ces forces vives, qu'est-ce qui était important pour le peuple et dans des limites temporelles et dans des limites de prérogatives. Je pense tout simplement que le meilleur remède, c'est de prévenir et de ne pas Merci guérir. beaucoup, c'est ce qui met fin à cette émission. À la régie vidéo, il y avait Salim Diouara, au son Nouhoum Diré. Je suis Mariam Maïga. Merci à nos invités, Dr Mahamadou Dabou Traoré de la jeunesse du parti ASMA CFP, Fousseni Diop de l'AGICAD et Madame Fatima Maïga, directrice du cabinet SM. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.